2 chiffres suffisent à faire dérailler un récit installé depuis des années, puis à le replacer en silence sur des rails plus inquiétants. En quelques semaines, 15 600 détenus sont convertis en soldats et 92% des zones jadis sous pression repassent sous contrôle effectif, selon le récit source, ce qui transforme une crise diffuse en mécanique interne, rapide, disciplinée, mesurable. Que change ce basculement pour chacun ? Et pourquoi Ibrahim Traoré s'y retrouve-t-il au centre ? Sans slogan. Si cela tient dans la durée, tout le Sahel doit relire ses certitudes. Cette analyse se donne une promesse volontairement resserrée. Distinguer un pari risqué d'un mécanisme potentiellement reproductible sans céder ni à l'enthousiasme ni au rejet. Mesurer ce qui est reproductible sans confondre vitesse et solidité. L'enjeu, pour le spectateur, en tient à une bascule précise. Si le dispositif échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce les lectures fatalistes. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle où la sécurité cesse d'être un apport extérieur et devient un produit interne, jugé sur des écarts concrets entre un avant et un après. Autrement dit, il ne s'agit pas d'admirer une prouesse administrative, mais d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société. Un détail sert de fil conducteur parce qu'il est vérifiable dans le récit source, un geste administratif d'une brièveté déconcertante, un décret d'une douzaine de lignes qui ne promet ni amnistie ni grâce, mais ordonne une réaffectation immédiate. C'est ce point minuscule qui ouvre la question centrale. Réforme nationale isolée, c'est où ébauche d'un modèle capable de reconfigurer des dépendances stratégiques plus larges. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant dans les récits dominants, agit moins comme une conclusion que comme un signal précoce, car il oblige à relire toute la dynamique sécuritaire du Burkina Faso à partir d'un enchaînement causal précis. La question n'est plus seulement de savoir si la violence recule, mais comment ce recul est produit et par quel mécanisme interne il devient mesurable. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, elle a tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine, les marchés perdent leur fonction sociale, la mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, voire symbolique. La première rupture intervient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale ne s'appuie pas sur une annonce spectaculaire, mais sur une série de décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. La réforme pénitentiaire ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé, elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur des chiffres, mais leur temporalité. Le retournement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli peut-il produire un tel renversement sans soutien massif visible ? C'est ici que s'impose une seconde lecture. Le chiffre de 92% ne clôt pas le débat. Il l'ouvre en donnant un premier point d'ancrage concret à une interrogation plus large sur la relation entre sécurité, justice et souveraineté, telle qu'elle se redessine sous la coordination d'Ibrahim Traoré. Les premiers effets tangibles de la réforme apparaissent loin des centres de décision. Dans des scènes ordinaires qui fonctionnent comme des capteurs sociaux. À l'entrée d'un village agricole, un homme observe une patrouille mixte s'installer sans tension visible. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne provoque ni colère ni célébration. Elle installe une attente prudente, mesurée par les gestes plutôt que par les discours. Dans un quartier populaire, une scène comparable se déroule près d'un marché.
Une mère identifie son fils au sein d'une unité chargée de sécuriser les étals où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de rédemption ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté. Cette formule circule sans slogan officiel, comme une manière spontanée de qualifier ce qui se joue. Une réintégration visible, c'est évalué par les comportements, non par les intentions affichées. Ces micro-scènes ne cherchent pas à émouvoir. Elles révèlent comment la réforme agit d'abord sur les perceptions collectives avant de s'inscrire pleinement dans les statistiques. La discipline observée, la posture, la constance des routines modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être uniquement un symbole de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée. Ce déplacement précoce entraîne un effet mesurable. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent. La peur recule sans déclaration officielle. La transformation institutionnelle gagne en crédibilité au moment précis où les villages constatent que la valeur d'un individu ne se définit plus par son passé, et émet par sa capacité à tenir un engagement présent dans un cadre posé sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. L'effet central est simple. Quand la présence armée devient lisible, la vie quotidienne recommence. Avant la réforme, le système pénitentiaire fonctionne comme un cul-de-sac. Les établissements sont saturés, les détenus immobilisés, les coûts absorbés sans produire d'effets sécuritaires tangibles. La prison punit, mais elle ne protège pas le territoire. La sécurité reste pensée comme un apport extérieur, dépendant d'interventions discontinues, pendant que les zones rurales s'étiolent. Puis survient une rupture nette, presque austère dans sa forme. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate. La logique est explicite. L'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré et mesurable. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories sont filtrées. La phase d'activation est volontairement rapide, comme pour éviter toute zone grise entre sanctions et services. Près de 15 600 noms émergent d'un système longtemps saturé. Dans plusieurs villes, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique du terme. Ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels. Ce contraste frappe immédiatement l'opinion. La transition est brutale, presque sèche. La vitesse devient un message politique implicite. Le pays change de rythme. Quelques jours plus tard, le processus atteint son point de bascule visible. Dans des centres d'entraînement improvisés, mais rigoureusement encadrés, des milliers d'hommes se tiennent alignés sous un soleil écrasant. Les instructeurs, rompus aux conflits asymétriques, imposent une discipline sans concession. Course à l'aube, formation tactique la journée, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, mais de produire une rupture mentale. Il s'agit de déplacer les repères, d'ancrer une routine, de rendre la contrainte lisible et répétable. Autour d'Ibrahim Traoré, les conseillers évoquent discrètement un front de l'esprit, l'expression n'est pas officialisée, mais elle circule comme une clé de lecture interne. La réponse à la question centrale ne vient pas d'un discours, elle vient de la répétition quotidienne des gestes. La routine remplace l'improvisation. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre. Les premières répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, envoient des vêtements, des outils. Ces gestes discrets signalent un ajustement social profond. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle recule. Le dispositif cesse alors d'être perçu comme un événement ponctuel. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, il s'inscrit dans une trajectoire où la vitesse initiale cède progressivement la place à la tenue dans la durée. C'est dans cette transition du choc à la continuité que se joue l'essentiel de la réforme.
Avant la mise en œuvre du dispositif, les indicateurs disponibles convergent vers une trajectoire dégradée. Les attaques armées restent fréquentes, la mobilité est fragmentée, l'activité agricole se contracte et le système judiciaire absorbe des coûts sans produire d'effets stabilisateurs mesurables. Après l'activation de la réforme, ces repères ne disparaissent pas. Ils s'inversent de manière cohérente, ce qui constitue le premier test de crédibilité du mécanisme porté par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'empiler des chiffres, mais de comprendre comment des écarts observables traduisent un changement de fonctionnement. Le premier indicateur concerne la sécurité. Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Cette baisse ne signifie pas une disparition du risque, elle indique une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse. Le mécanisme est lisible, occupation plus continue du terrain, meilleure connaissance des itinéraires informels, diminution de l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. Cette variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une accalmie ponctuelle, car la topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées. Le deuxième indicateur touche à l'économie rurale. Dans le nord du pays, la production agricole progresse de 21% sur la période observée. Cette hausse ne relève pas d'une subvention extérieure ni d'un choc exogène. Elle reflète le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Les champs abandonnés redeviennent accessibles. Les canaux sont réparés, les moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par une injection financière massive, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation. Les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Le troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Le taux enregistré tombe à 0 parmi les détenus intégrés au dispositif. Ce chiffre bouscule les attentes habituelles. Il suggère une discipline collective orientée vers la cohérence plutôt que vers la seule sanction. Les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture de discipline majeure n'est signalé dans le récit source. 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Le système judiciaire cesse ainsi d'absorber des coûts improductifs et commence à générer des effets fonctionnels. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La baisse des attaques sécurise les routes, la reprise agricole redonne une fonction économique au territoire. L'absence de récidive stabilise le lien entre justice et service. Ces effets se renforcent mutuellement au lieu de s'annuler. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réforme n'est pas présentée comme une réussite morale, mais comme un système évalué par des écarts mesurables entre un avant et un après. La lecture la plus prudente consiste à reconnaître un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres n'offrent pas une garantie de durabilité. Ils attestent d'une capacité à produire de l'ordre là où dominait la fragmentation et déplacent le débat vers une question plus exigeante. Ce delta observable peut-il tenir dans le temps ? 2 objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première soutient que l'armement d'anciens détenus crée un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait rester traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle et des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique. Dans cette lecture, la vitesse du retournement augmenterait la probabilité d'un effondrement ultérieur, plus coûteux encore sur le plan psychologique. La seconde objection est d'ordre éthique et politique. Convertir une peine en service militaire brouillerait la frontière entre justice et utilité. L'État pourrait être tenté de transformer la marginalité sociale en réservoir sécuritaire, au lieu d'en traiter les causes structurelles. Ce précédent serait ambigu. En cas d'échec, il renforcerait l'idée que la contrainte l'emporte sur le droit et que la misère devient un instrument. Pour plusieurs organisations civiles, le succès rapide rendrait toute rechute plus destructrice,
car la confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables exposés plus tôt. Aucune désertion n'est signalée. Aucune rupture disciplinaire majeure n'est documentée dans le récit source. La baisse des attaques, la reprise agricole et l'absence de récidive ne prouvent pas une perfection. Elles attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'apparaît pas comme un miracle, elle se manifeste comme une routine encadrée, répétée et vérifiable. Le point décisif tient à la posture institutionnelle. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cette méthode n'éteint pas les risques, elle change leur traitement. Les craintes sont reconnues, puis confrontées au terrain. À ce stade, les données disponibles n'annulent pas l'inquiétude. Elles obligent toutefois à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs, à condition d'être mesuré et corrigé en continu. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'imposer une vérité, mais de maintenir une capacité d'ajustement fondée sur des écarts observables. À mi-parcours, le déplacement le plus décisif n'est pas un nouveau chiffre spectaculaire, mais un changement de nature presque silencieux. La réforme cesse progressivement d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle. Elle commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire intégré aux usages quotidiens des territoires reconquis. Ce glissement modifie la grille de lecture initiale. L'enjeu n'est plus seulement de reprendre le terrain, mais de le tenir sans rupture visible. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'accent se déplace vers la continuité. Les patrouilles deviennent régulières. Les itinéraires se stabilisent. Les interactions avec les communautés gagnent en prévisibilité. La souveraineté n'est plus invoquée comme un principe abstrait, mais testée dans la capacité à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative minimale jour après jour. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique. Mais plus il devient coûteux à remettre en cause. Ce point médian révèle un paradoxe central. La réussite éventuelle du dispositif ne dépendra pas d'une accélération supplémentaire ni d'une annonce symbolique forte. Elle reposera sur la capacité à rendre l'ordre banal, presque ennuyeux, sans qu'il se délite. C'est cette banalité encore fragile qui commence à redessiner les rapports entre État, sécurité et société, et qui prépare les effets concrets observables pour les différents groupes concernés. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers 4 groupes dont les trajectoires, longtemps disjointes, commencent à se recouper de manière tangible. Pour l'État d'abord, la reprise territoriale modifie la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 taxes commerciales rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et permet un redéploiement progressif des ressources vers des services civils. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable à maintenir des usages réguliers sur un territoire continu. Du côté des forces de sécurité, l'impact est avant tout opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance fine des itinéraires informels et des zones grises réduit l'imprévisibilité des engagements. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable, ce qui explique pourquoi les gains sécuritaires tendent à se consolider plutôt qu'à s'éroder. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle, les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et les commerçants circulent à nouveau dans les zones rurales. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres. Les gestes de confiance se multiplient. Des repas sont déposés aux casernes, des outils sont partagés, des coopérations spontanées émergent. La relation entre civils
et soldats se recomposent. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte. Il devient un indicateur de protection encore fragile, mais reconnu. Enfin, pour les acteurs régionaux, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégués et des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances restent prudentes, les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier ouvertement. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. À ce stade, sous la coordination d'Ibrahim Traoré, le principal résultat mesurable n'est pas une victoire proclamée, mais une cohérence retrouvée entre État, sécurité et société. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins conditionnels fondés sur des éléments déjà observables plutôt que sur des projections abstraites. Leur intérêt tient précisément à ce qu'elles permettent de penser la suite sans confondre dynamique actuelle et aboutissement définitif. Dans le scénario de base, la tendance se prolonge sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables. Les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale. Les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières, sans élargissement massif du dispositif. Les gains agricoles observés se stabilisent. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré inscrit la réforme dans une continuité administrative faite de procédures, d'évaluations régulières et d'ajustements progressifs. La stabilité demeure fragile, mais elle devient prévisible, ce qui constitue déjà un changement majeur par rapport à la période précédente. Le scénario optimiste repose sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la transmission des routines et la discipline collective. Les échanges régionaux s'intensifient avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable, à condition que la constance politique soit maintenue. Le scénario défavorable ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Ne pas confondre vitesse et solidité et avancer par consolidation plutôt que par accumulation. À ce stade, où la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et commence à résonner à des niveaux plus intimes. Pour une partie de la jeunesse urbaine, les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires. Elles fonctionnent comme un miroir. Elles suggèrent qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline, sans être effacé. Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser à l'intérieur d'un cadre exigeant. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre différent. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des permissions ou des parades. Le même visage, jadis associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect sans effacer le passé. La douleur ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discret. La réconciliation ne passe pas par des discours officiels, mais par une accumulation de preuves quotidiennes. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active.
d'autres rappellent la fragilité de l'expérience et les risques d'idéalisation. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal. Il démontre une capacité d'action. Et sous la coordination d'Ibrahim Traoré, ce déplacement touche moins par ses chiffres que par la possibilité, encore imparfaite mais assumée, d'un changement collectif mesuré. La feuille de route pour la continuité repose sur 3 axes clairs. La tutelle double défense-justice, la discipline partagée comme langage civique et l'élargissement régional progressif. Le premier axe se concentre sur la régularisation des processus de recrutement et de formation dans les centres pénitentiaires et militaires. Chaque recrue doit traverser un filtre disciplinaire strict, indépendamment de son passé. La justice ne délègue pas sa fonction, elle encadre. Cette régulation permet de garantir l'uniformité des standards et d'éviter les dérives. Ça, le second axe concerne l'intégration de modules inspirés de l'entraînement militaire dans certains segments de l'administration civile et de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais de créer une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et service civil. En structurant la discipline comme un langage civique partagé, l'État établit un modèle pérenne où l'engagement devient une norme sociale, et non une exception. Le troisième axe, plus régional, consiste à multiplier les accords de coopération avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, afin d'observer les dispositifs croisés et de mutualiser certaines formations. C'est dans cette coopération régionale que le modèle burkinabé trouve sa capacité à se diffuser, sans imposition idéologique, à quoi met dans une logique pragmatique de gouvernance partagée. Ces 3 leviers permettent de stabiliser l'expérience et de la rendre vérifiable dans le temps. Le processus est mesurable, chaque étape est observée et la réforme devient moins un événement qu'un système ajustable en fonction des retours du terrain. Cette continuité, fondée sur des indicateurs concrets, récidive, sécurité, coopération régionale, devient la condition même de la pérennité de la réforme. En refermant ce récit, un dernier élément revient comme un fil conducteur. Le changement ne repose pas sur une rupture spectaculaire, mais sur une continuité discrète, observable et mesurable. À chaque étape, de l'activation du décret initial jusqu'à l'intégration des anciennes pratiques dans des mécanismes ordonnés, la transformation s'opère sans éclat, mais avec force. Son Ibrahim Traoré n'incarne pas une figure messianique qui impose une vision du monde. Il marche, observe, ajuste, comme un architecte d'un changement silencieux mais structurant. La réconciliation ne se fait pas dans les discours, mais dans ces petits gestes quotidiens qui transforment les relations entre l'État, les citoyens et les forces de sécurité. L'uniforme cesse d'être une marque de contrainte pour devenir un symbole de responsabilité et d'engagement. Les villages, qui autrefois fermaient leurs portes à l'autorité, commencent à accueillir ces hommes en uniforme comme des agents de stabilité, même si la peur ne disparaît pas d'un coup. Le processus est long, mais tangible. Ce processus ne nie pas le passé, mais il transforme les perceptions, posant les bases d'une souveraineté réellement vécue au quotidien. Les images d'hier, en celles d'un pays en crise, se heurtent à la réalité d'aujourd'hui, celle d'une nation qui tente d'écrire une autre histoire, un pas après l'autre. La dignité n'est pas accordée, elle est pratiquée chaque jour sous le regard des autres. Au cœur de cette transformation silencieuse, une question reste ouverte. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses face aux crises ? Le Burkina Faso, sous la coordination d'Ibrahim Traoré, offre une lecture inédite de la souveraineté et de la sécurité. Un modèle qui, loin de chercher à imposer une vérité absolue, invite chacun à reconsidérer ses attentes vis-à-vis de l'action publique. L'histoire en marche au Burkina Faso nous pousse à réfléchir aux marges de manœuvre des sociétés en crise et aux conditions nécessaires pour que des choix locaux puissent se déployer à une échelle plus large. Si ce modèle réussit, il n'est pas une fin en soi, mais un levier pour penser autrement la gouvernance dans un Sahel en constante recomposition. Et vous, comment percevez-vous cette expérience ? Seriez-vous prêt à remettre en question vos certitudes sur la manière dont un pays peut ou doit se relever ? Les discussions sur l'avenir du Burkina Faso et au-delà
du Sahel sont loin d'être terminées. Elles viennent de commencer.